Alors bonjour messieurs, les premières. On va commencer ce premier cours, en terminant sur, l'analyse de l'œuvre de Saint-Lambert Ziméo. Avant ça, 2 petites informations, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer donc cette histoire. Premièrement, le prochain cours, sera bien plus court que celui-ci. Il portera sur, la correction de vos rédactions pour ceux qui les avaient faites en tout cas, donc la novélisation. J'essaierai juste de faire une toute petite vidéo pour dire quels étaient les points faibles et quels étaient les points forts. Et je mettrai vos notes en ligne sur Pronote parce que je ne sais pas quand est-ce que je vous reverrai. Ça, c'est une première chose. Pour ce cours-là, alors je vous l'ai expliqué un petit peu par le mail de hier soir, je crois. Vous avez le texte que je vais vous envoyer, enfin quand la vidéo sera publiée, vous aurez déjà reçu le texte sur vos boîtes mail, donc il est impératif de le lire avant d'écouter ce cours, parce que sinon ça servira à rien. Donc lisez-le au moins une fois. Ensuite, tâchez de l'avoir avec vous pendant que vous écoutez ce cours. Et ce que vous allez faire, même si je vais essayer, mais parfois j'oublie, donc je vais essayer de faire des pauses régulièrement pour vous dire quoi noter, mais une fois embarqué, il est très possible que j'oublie de vous faire ce genre de remarques. Donc, comme vous avez une vidéo, mettez pause, notez des choses dans votre cahier ou sur vos feuilles régulièrement. C'est-à-dire que si vous écoutez le cours en une seule fois, ça va servir presque à rien, éventuellement à vous divertir 5 minutes, mais ce n'est pas que le but de la manœuvre. Alors, je vous ai donc, vous avez un texte qui commence, donc vous, c'est, je l'ai retapé, hein, il fait 2 pages Word, qui commence donc par j'ajouterai à ce récit quelques réflexions sur les nègres. Alors voilà, évidemment, tout de suite, le ton est donné. Euh, on ne va pas reprendre hein, la conversation qu'on a eue un certain nombre de fois sur cette appellation, hein, le terme qui est utilisé, qui pour nous est forcément extrêmement péjoratif, extrêmement négatif, mais on en a déjà parlé à chaque fois qu'on a étudié les extraits de ce texte. Au XVIIIe siècle, nègre est un terme, et au XIXe aussi, hein, nègre est un terme qui réapparaît très très souvent, avec pas tout à fait la même connotation qu'aujourd'hui, évidemment. Donc simplement une petite contextualisation, mais j'ai dû vous le noter sur votre document en paratexte. Le conte se termine globalement bien, c'est-à-dire que Ziméo y retrouve son amour, il apprend qu'il va avoir un fils, il retrouve les siens, et tous ensemble donc, ils partent dans la montagne pour échapper aux représailles de l'armée hein, qui voudrait donc les punir pour ce qu'ils ont fait en s'évadant et en se vengeant, hein, parfois aussi, ça on en avait un petit peu parlé, je crois. Donc, on y va, je vous lirai quelques passages, hein, mais il est bon quand même que vous ayez le texte un peu à l'esprit, parce que je ne vais pas vous lire tout le texte, le but c'est plutôt d'apporter ici et là quelques informations, quelques éclaircissements. Donc, ce passage-là, il est intéressant à plus d'un titre. Il y a déjà une chose qui est importante, c'est qu'on sort quand même clairement hein, du cadre strict du récit, du conte. Bien sûr que c'est encore le narrateur qui s'exprime ici, hein. Il n'y a pas de changement de narrateur, ni de point de vue, mais il apparaît très clair, hein, j'ajouterai à ce récit quelques réflexions sur les nègres. Ici, récit, on a presque envie, nous en tout cas aujourd'hui, de le prendre au double sens du terme, hein, le récit que quelqu'un fait de ce qu'il a vécu, mais aussi, là, presque l'auteur qui pourrait dire, j'ajouterai au récit que je viens d'inventer, euh, cette conclusion, et cette conclusion qui opère ici véritablement comme une démonstration, le but étant évidemment de pousser le lecteur à la réflexion, pourquoi pas même ici de le convaincre d'un certain nombre de choses, et donc il y a véritablement ici une prise de position qu'il ne faut pas louper, euh, et c'est toujours un peu délicat pour nous, parce que ben, par rapport à certaines choses telles qu'elles sont racontées, on s'était un petit peu arrêté au début du texte sur certains points de vue européens qui étaient donnés, et on se disait par rapport à notre point de vue à nous, il est bien sympa, mais enfin, il y a quand même encore du travail à faire hein, pour arriver à une parfaite acceptation de l'autre, ou tout un tas de choses, mais rappelons-nous qu'on est au 18e. Donc on ne va pas juger exactement de la même façon un texte écrit au 18e et qui pour le coup est progressiste avec le propos que quelqu'un, vous ou moi, on pourrait tenir aujourd'hui en 2020. Évidemment, il y a quand même encore du chemin qui s'est fait après, mais quand même, il faut garder à l'esprit, et c'est ce qu'on va essayer de voir là-dedans, il faut garder à l'esprit que Saint-Laurent est quand même
pas mal en avance Saint-Laurent. Saint-Lambert, j'espère que j'ai pas dit Saint-Laurent au début parce que je ne sais même pas qui c'est. Saint-Lambert est quand même assez en avance hein, sur son époque dans ce qu'il dit ici. Alors, oui, Saint-Laurent. Saint-Laurent, oui, il doit y avoir un saint qui s'appelle Laurent, et là je vois même pas qui. Bon. Alors, on y va. Donc, ici, le jeu, ce que je viens de dire, narrateur, auteur, l'un et l'autre, difficile, une fois qu'on a tout lu, hein, de se dire véritablement que ce n'est qu'un narrateur qui parle ici. Donc, si on commence le texte, donc j'ajouterai un. Mon séjour dans les Antilles et mes voyages en Afrique m'ont confirmé dans une opinion que j'avais depuis longtemps. C'est que les peuples d'Europe sont comme beaucoup d'hommes en place qui commencent par être injustes et finissent par calomnier les victimes de leur injustice. Alors, la formulation est intéressante, c'est-à-dire l'idée que on est injuste, mais qu'ensuite on reprocherait à ceux à qui on a fait du tort, à ceux à qui on a fait du mal, cette injustice. Je caricature un petit peu grossièrement, mais puisqu'on parle d'esclavage ici, ce serait de dire, oui, les esclaves, vraiment, ils sont toujours en train de se plaindre, ils ne travaillent pas, c'est très difficile de les garder, ils essaient de se sauver, c'est des tirs au flanc, des feignants, etc. Vous voyez, je caricature, mais c'est à peu près de ça qu'il s'agit ici, puisque et finissent par calomnier les victimes de leur injustice, ou éventuellement, bien sûr, si on reste dans notre récit, potentiellement des gens qui se plaindraient des révoltes des esclaves. Comment peut-on ne pas comprendre la révolte des esclaves? En tout cas, Saint-Lambert, lui, il l'a compris tout à fait. Il a compris tout à fait pourquoi ces révoltes étaient légitimes, puisque bah, il épouse, certes, un narrateur, etc., puis Wilmous, un autre personnage, mais euh, le titre de son conte, c'est Ziméo. C'est ce personnage du révolté. Donc, l'accent, il est mis sur lui, même si c'est pas au travers de ses yeux que l'on vit toute l'histoire. Mais rappelons-nous le texte qui avait fait un petit peu, sur lequel on avait travaillé il y a quelques semaines ou quelques mois, peut-être même déjà, euh, tout le récit de Ziméo, comment il a été enlevé, ce qui s'est passé sur le bateau, etc. Et puis, bon, même si ça avait été un très mauvais moment, rappelons-nous donc le parallèle qu'on aurait pu effectuer entre le Amistad de Spielberg et ce passage-là, ce passage que normalement vous avez dans vos cahiers. Donc ici, il est très clair qu'il y a une attaque tout de suite hein, du fonctionnement des Européens et il nous reparle de ce qu'il y avait dans son récit, les négociants qui font la traite des nègres, les colons qui les tiennent dans l'esclavage, ont de trop grands torts avec eux pour nous en parler vrai. Là, c'est intéressant aussi, il est en train de nous dire, de toute façon, on ne va pas commencer à écouter les récits des anciens colons ou des esclavagistes, puisque eux, forcément, vont se plaindre et peut-être inventer un tas de choses, dans la mesure où c'est eux qui ont perdu, c'est eux qui peuvent perdre de l'argent ou je ne sais quoi. Donc, comme il nous le dit, ils ont de trop grands torts avec eux pour nous en parler vrai. Donc, ça ne peut pas venir d'eux l'histoire, la vraie. On peut le dire comme ça. Donc, on arrive à un autre problème tout de suite après. Donc là, vous devez être 6-7 lignes hein, après le début du texte. La première de nos injustices est de donner aux Africains un caractère général. Ils ont la même couleur, ils ont beaucoup de sensibilité, voilà tout ce qu'ils ont de commun. Donc je vous laisse lire la suite hein, sur la description physique, ou certains soi-disant traits de caractère. Là, il est en train de dénoncer quelque chose dont on a parlé nous aussi souvent ensemble, et dont il faut se souvenir constamment. Il est en train de dire, notre première déjà responsabilité, notre première bêtise, c'est l'essentialisation. C'est, comme vous l'aviez dit l'autre fois, la généralisation. Ça, on en a parlé beaucoup ensemble, mais on se rend bien compte que finalement, c'est toujours le même problème. C'était le problème au XVIIIe, c'est le problème encore aujourd'hui. Je réexplique encore une fois, l'essentialisation, c'est de dire les Africains sont, c'est de dire les Français sont, c'est de dire les Arabes sont, pour ne citer que ces trois cas-là. D'accord? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas considérer que un individu représente à lui tout seul tout un groupe. Et il n'y a pas dans un groupe deux personnes qui sont sensiblement identiques.
Donc, ce genre de formulations sont évidemment à bannir, nous, de notre langage au XXIe siècle, mais pour lui, il est en train de dire tout ce qui s'est passé, c'est que quelques-uns ont dit, bon ben voilà, le noir, le nègre, eh bien, il est comme ci, il est comme ça, et donc ça ira très bien pour nos affaires. C'est donc ce qui est expliqué ici, et il prend, là vous allez lire le texte, hein, il prend des exemples en disant bah, finalement tel attribut physique qu'on considérait être l'apanage des Noirs, eh bien finalement on le retrouve chez telle population de tel pays, de tel continent, etc. Donc tout ça n'est pas valable. Et à l'inverse, la caricature qu'on fait du noir, eh ben, elle ne marche pas non plus dans tous les pays d'Afrique parce que, bah oui, que vous soyez africain de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, etc., eh bien, vous n'avez pas forcément du tout la même morphologie, etc. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc ça, c'est l'essentialisation. Il nous dit donc que tout ça, ça ne peut pas fonctionner parce que, eh bien, chez les Noirs, comme partout ailleurs, il y a de tout. Ensuite, il avance un petit peu. Donc, vous voyez, vous lisez la fin du paragraphe, il n'est pas plus vrai que les nègres, en général, soient paresseux, etc. Bon, donc là, il est très clair, mais enfin, cela dit, c'est quand même intéressant qu'au XVIIIe, quelqu'un écrive ça, lorsque dans des débats, parfois, vous pouvez avoir, alors avec des gens pas toujours très intellectuels ou très fins, hein, il y a encore des gens, mine de rien, en 2020, qui partent de ce point de vue-là, hein. C'est-à-dire qui continue d'entraîner ce genre de stéréotypes. Alors on appelle ça des stéréotypes aujourd'hui, d'accord, très bien, des clichés, mais vous voyez que les clichés ont la vie dure, puisque au 18e déjà, il les dénonce et il essaie de prouver que ça n'a aucun fondement. Euh, donc, eh bien moi j'avance un petit peu, et donc on avance, pardon, oui, alors je retrouve ma ligne. Toujours pareil, hein, il explique que, eh bien, oui, il ne faut pas non plus être aveugle, hein. Il y a des noirs qui vont être bons, qui vont être humains, hein, et il y en a qui vont être barbares, il va y avoir des peuples guerriers, etc., etc. Mais en tout cas, quel que soit le peuple, eh bien, et pas simplement chez les noirs ici, mais on ne trouvera jamais personne de parfait. Hein, c'est comme ça, me semble-t-il, qu'il faut comprendre l'homme perverti et nulle part l'homme perfectionné. Alors, j'enchaîne, pour que vous vous y retrouviez, je lis le paragraphe. Nous traitons les nègres d'imbéciles. Il y en a de tels, et ce sont des peuples isolés, que leur situation ou leur religion sépare trop du reste des hommes. Mais les peuples du Bénin, du Congo, de Montapa, pardon, ont de l'esprit, de la raison et même des arts. Donc il est en train de nous dire, alors là bon, on va suivre Saint-Lambert, hein, je n'ai pas ses connaissances visiblement, il nous dit, bon oui, alors il y a peut-être quand même quelques peuples un peu imbéciles, hein, un peu idiots, un peu faibles, on pourrait presque dire un peu débiles finalement, hein, mais c'est vraiment une minorité et c'est dans certaines régions particulières vraiment très éloignées du monde. Mais il nous prend d'autres exemples, hein, donc on imagine que ce narrateur a voyagé suffisamment pour pouvoir nous le dire. Eh bien, au Bénin, c'est pas le cas, au Congo, c'est pas le cas, et dans le nom que j'ai accroché, que je vais raccrocher sûrement maintenant, à non, j'y arrive pas, Monomotapa, qui donc, d'après les notes que j'ai sous les yeux, correspondrait au Zimbabwe. Eh bien, dans ces endroits-là, non, hein, les êtres humains sont tout à fait doués et dotés de raison, d'intelligence. Euh, alors, tout de suite après, néanmoins, il ne peut pas s'en empêcher, il y a une sorte de petite pirouette, c'est-à-dire que il vient de nous dire qu'ils avaient des arts. Donc, bon, les arts, hein, on va dire que pour l'intellectuel un peu de base, hein, le penseur, alors du 18e ou de maintenant, hein, c'est ce qui fait la caractéristique des humains par rapport à toutes les autres espèces, et ce qui nous donnerait quelque part une forme de supériorité, hein, sur toutes les autres espèces. Donc les arts, c'est cette espèce de plus, hein, c'est ce supplément d'âme, on pourrait dire. Donc les arts, nous dit-on, bah, ils en ont, mais nuançons quand même. Bon, c'est des arts, mais ouais, pas finalement. Alors je vous lis la phrase, hein, parce que moi, je m'en amuse un peu, parce qu'il faut rester quand même, encore une fois, connecté sur le fait que c'est le 18e, et que franchement, c'est un texte que
enfin personnellement, je trouve quand même très avant-gardiste, hein, très intéressant pour ça. Mais donc, et encore une fois, vous allez voir que ce qu'il dit, c'est très proche de ce qu'un certain nombre de personnes pourraient dire aujourd'hui lorsqu'on parle d'art primitif ou d'art premier, qui sont des conceptions qui sont parfois peut-être un peu limites aussi. Donc, tout cela est fort imparfait sans doute. Il parle de leur art, leur guerriero. Donc, je vous ai mis une note en bas de page, hein. Ici, ce sont leurs musiciens et leurs poètes, à ces gens de peuples d'Afrique ne valent pas Horace ou Rousseau. Leurs musiciens ne sont pas des Pergolèses, leurs peintres des Raphaël, leurs orfèvres des Germain. Donc il est en train de nous dire tout ça, vous faites une recherche hein, si vous voulez savoir qui sont Pergolèse, qui est un compositeur, etc. Baroque, bon, si vous voulez savoir, vous allez regarder. Effectivement, il donne ici des grands noms, des noms d'artistes qui le précèdent, des noms d'artistes et d'intellectuels contemporains comme Rousseau, et en train de dire, bon, il y a deux poids, deux mesures, le rare, c'est pas non plus ça. Donc, bon, ici, on aurait affaire à ce qu'on peut appeler quand même, même chez lui, de l'ethnocentrisme, d'accord. Donc, ça, vous pouvez le noter, par exemple, l'ethnocentrisme, ça vient d'ethno, hein, donc finalement, notre société, hein, la société, ethnocentrisme, c'est le fait d'être centré sur sa propre sphère sociale. Euh, Comment vous le dire encore plus simplement, c'est privilégier, c'est considérer que le groupe d'individus auquel on appartient, hein, dont on est issu, est supérieur aux autres groupes, ou même s'il n'est pas supérieur, tout penser par rapport au groupe auquel j'appartiens. Je ne sais pas si je suis clair, mais évidemment, ça, en réalité, en fait, l'ethnocentrisme, on en fait tous un petit peu preuve. Il faut juste se soigner un peu de temps en temps, mais on en fait tous preuve parce que forcément qu'on juge la plupart des choses au travers, hein, par le prisme de ce qu'on est, de là où on vient. Il suffit d'aller dans un autre pays pour, bah, si on ne parle pas la langue, on va être perdu. Si on arrive dans un pays véritablement différent culturellement du nôtre, eh bien, on va parfois juger, dans un premier temps en tout cas, ce pays au travers de ce que nous, on connaît. D'accord. L'ethnocentrisme, justement, parfois, ça marche dans tous les sens. Hein. C'est pas forcément telle société sur telle autre. Bah, l'autre société peut faire preuve d'ethnocentrisme par rapport à un pays occidental, par exemple. Hein. Je vous renvoie, par exemple, chez Montesquieu, dont on aura l'occasion de reparler, les lettres persanes. C'est un petit peu, finalement, de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que des Persans viennent à Paris et découvrent cette ville et qui est donc très différente de tout ce qu'ils connaissent chez eux. Bon, voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus, hein, simplement, il ne faut pas se formaliser, mais par rapport à cette nuance qu'il apporte, hein, sur les arts africains. Euh, Ensuite, il va rentrer petit à petit dans quelque chose qui, là, me semble assez pertinent, assez percutant, c'est de démontrer que s'il y a une forme d'inégalité, hein, entre les peuples occidentaux et les peuples africains, si ces deux peuples n'en sont pas au même niveau d'avancée intellectuelle, savante, scientifique, etc., c'est pour des raisons très précises. Alors allons-y. Donc, mais songez que ces peuples n'ont encore que très imparfaitement l'écriture. Élément probable et intéressant. Songez-vous qu'ils n'ont pas les modèles des anciens. Les anciens, c'est l'Antiquité. Donc ici, on va en reparler tout à l'heure, hein, mais c'est cette idée de notre héritage à nous Européens, des Grecs et des Latins, des Romains. Euh, Ils sont moins avancés que nous, j'en conviens, mais cela ne prouve pas qu'ils aient moins d'esprit. Alors ça, c'est quand même intéressant, si on s'arrête là-dessus une seconde, c'est de voir que, à la limite, on serait plutôt dans ce que Montaigne dit quand il dit mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine, à la limite, ce serait un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire que ils sont moins avancés que nous, j'en conviens, mais cela ne prouve pas qu'ils aient moins d'esprit. Il ne dit pas qu'ils n'aient pas d'esprit, hein, qu'ils aient moins d'esprit sous-entendu que nous. Donc peut-être n'ont-ils pas un certain nombre de techniques, de sciences que nous avons et dont on va parler tout de suite à présent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de réfléchir, qu'ils n'ont pas d'esprit. Hein. L'esprit, ici, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sens le plus fort. Hein. Avoir de l'esprit, c'est être capable de réfléchir, c'est faire preuve d'intelligence, etc. Donc, ça, c'est très essentiel. C'est très essentiel parce que
C'est quelque chose dont on peut être amené à parler, hein. Pour ça, je parle assez rarement d'intelligence, parce que l'intelligence, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, hein. Alors après, on croit ou non au QI, ce genre de machin, mais enfin, la réalité, c'est que l'intelligence, elle revêt bien des aspects. Hein, c'est pas parce que on a plein de livres chez soi qu'on est plus intelligent que quelqu'un qui n'en aurait pas. C'est simplement qu'on ne va pas forcément réfléchir aux choses de la même façon, hein. Il y a toutes sortes d'intelligence, et ça, c'est très important d'en prendre conscience. Donc, justement, il prend des exemples. Ils n'ont ni la boussole ni l'imprimerie. Voilà les deux arts qui nous ont donné l'avantage sur presque tous les peuples du globe. Et nous les devons au hasard. La boussole, en facilitant les voyages, nous fait partager les lumières de tous les lieux. Et l'imprimerie nous a rendu propre l'esprit de tous les âges. C'est elle qui nous a fait retrouver les traces perdues des Grecs et des Romains, sans que nous ayons encore égalé ni les uns ni les autres. Donc là, un élément extrêmement important, c'est cette idée du hasard. C'est-à-dire que finalement, ce qui nous a donné un avantage sur tous les autres peuples du monde, ce serait le hasard. On aurait découvert les choses par hasard, et donc finalement, on ne pourrait pas s'en attribuer tous les mérites. Ce n'est pas notre intelligence qui aurait fait que ce serait un accident. Hein, ce seraient les circonstances, et c'est ce qu'il dit tout de suite après, oui, ce sont les circonstances et non pas la nature de l'espèce qui ont décidé de la supériorité des Blancs sur les Nègres. Alors évidemment, pareil, prudence, si on lit que cette phrase, hein, vous voyez, le danger de sortir quelque chose de son contexte, si on dit oui, ce sont les circonstances et non pas la nature de l'espèce qui ont décidé de la supériorité des Blancs sur les Nègres, bon, on referme le livre et puis on dit terminé, qui c'est ce facho. Évidemment, encore une fois, c'est pas ça. On y va par étapes. Et il est en train de dire, non, voilà, si les Occidentaux sont plus capables, plus forts, plus puissants, c'est parce que les circonstances, pas Dieu, hein, pas machin, le hasard, il nous dit, hein, les circonstances ont été à un moment donné de leur côté, et c'est ça qui leur a permis de gagner des territoires, d'avoir une avance particulière sur tout un tas d'autres peuples. Mais, et c'est ça l'élément important, mais ça n'est pas la nature. Donc ce n'est pas parce que je suis blanc que je suis supérieur, et parce que je suis noir que je suis inférieur. Hein, ce serait parce que je le redis, hein, pour être bien sûr qu'on ne se trompe pas là-dessus, hein, c'est bien parce qu'à un moment donné, on a été avantagé. Et comme si en fait, ils reconnaissaient une forme d'injustice. C'est pas de bol, c'est nous qui avons eu ce truc. Ça aurait été quelqu'un d'autre, et ben la face du monde en aurait été changée. En tout cas, la face du monde occidental. Nous sommes d'accord? Donc voilà ce qu'il faut ici retenir. Et donc c'est une façon de relativiser la puissance européenne. Hein, dire que c'est un hasard, c'est le hasard qui nous a conduits là, bah, c'est quand même une façon de dire calmons-nous. Hein. On n'a pas finalement tant de mérite que ça. Hein. Mérite qui est un mot qui est très fin 20e, début 21e, hein, on en réemploie beaucoup. Et voilà, alors, le mérite, si c'est le hasard, il n'y a pas de mérite. Hein. Donc, il continue. Quand est-ce que je voulais juste que je ne perde pas une chose. Oui, si, encore une petite chose par rapport à ça. Donc, il nous a parlé de la Grèce et des Romains. Je vous laisse lire la suite. Hein. Il nous parle du rapport à la culture antique, c'est-à-dire que les Européens, lui, les autres, depuis la Renaissance, depuis le Moyen-Âge en réalité, hein, depuis toujours, auraient été nourris, contrairement à l'Afrique, auraient été nourris des recherches, des travaux, de l'intelligence, de la culture de l'Antiquité. Qu'on soit bien d'accord, la culture de l'Antiquité, c'est essentiellement Athènes, Rome. Alors, il nous parle des Étrusques, etc., hein, d'autres cultures, mais juste une petite chose, alors là c'est plutôt pour briller dans les salons, hein, c'est pas grave si vous ne le retenez pas, mais c'est ce qu'on a appelé au Moyen-Âge la translatio studii, c'est-à-dire l'idée, hein, c'est un concept qui voudrait que, eh bien, il y ait eu un transfert, comme avec le pouvoir, la translation imperii, on s'en fout, donc il y a eu un transfert du savoir de Athènes vers Rome, puis ensuite qui aurait irrigué notre Europe, hein, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, alors l'Allemagne c'est un peu plus compliqué, mais bon, comme intellectuellement, philosophiquement assez proche, etc. Mais disons la France, évidemment. Donc c'est vrai que l'Italie, à la France, hein, ça fait pas très loin. Donc c'est cette idée que petit à petit, au travers des siècles, hein, puisque la philosophie athénienne, le théâtre athénien, ça a 2500 ans, hein, cette histoire quand même, et que donc petit à petit, jusqu'au Moyen Âge, eh bien, ce savoir, il se serait délocalisé en fait hein, vers notre Europe à nous.
Et c'est ce qu'on appelle donc la translatio studii. Et il dit justement, l'Afrique a peut-être pas eu le droit à ça. Donc là aussi, finalement, nous, on a récolté le savoir des autres, hein, comme le voudrait l'expression, on s'est installé sur des épaules de géants finalement, c'est-à-dire qu'on a repris là où eux s'étaient arrêtés, donc forcément on avait une avance énorme. Hein, ça paraît très simple, ça paraît évident, c'est finalement aussi une chose qu'on pourrait, pour faire peut-être plus simple, hein, c'est un petit peu comme, eh bien, est-ce que je nais dans une famille qui, dès mon plus jeune âge, va m'instruire de telle et telle chose, va m'apprendre ceci, va m'apprendre cela, ou est-ce que je nais dans une famille où on ne parle jamais, on ne discute pas, on ne débat pas, on ne lit pas, on ne regarde pas de films, ou alors des conneries, etc. Évidemment, vous voyez, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est pas qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, hein, c'est qu'il y en a un qui a été favorisé et un autre non. Donc ça, c'est important, et je crois qu'on peut l'entendre de cette façon-là, hein, lorsqu'il nous parle ici de ce rapport à la culture antique, qui serait encore quelque chose qui expliquerait eh bien, l'avance de l'Européen sur, sur l'Africain, sur les Africains. Les Africains, le continent est tellement vaste que on ne devrait même plus pouvoir dire les Africains, ça n'a pas beaucoup de sens. Et on passe directement à autre chose. Alors là, je vous lirai un autre texte qui n'est pas dans votre texte à vous, parce que c'est là aussi un peu tarte à la crème, hein, au XVIIIe siècle. Enfin, ça veut dire que c'est euh, quelque chose d'assez connu. On va en parler. Je vous lis le passage. Observez encore que les nègres habitent un pays où la nature est prodigue et généreuse, et qu'il leur faut peu d'industrie pour satisfaire à leurs besoins. D'ailleurs, il ne faut ni esprit ni invention pour se garantir des inconvénients de la chaleur, et il en faut beaucoup pour se garantir des inconvénients du froid. Par conséquent, on exerce moins son esprit sous l'équateur qu'en deçà du tropique. Et la raison doit faire des progrès moins rapides chez les peuples du Midi, du Sud, qu'elle n'en fait chez les peuples du Nord. Alors, c'est ici, ça vous le notez, en gros, c'est ici la théorie, ce qu'on appelle la théorie des climats, qui a été pensée avant Saint-Lambert, qu'on retrouve en particulier chez Montesquieu dans De l'esprit des lois en 1748. Donc, je pense que vous avez compris l'idée, mais je ne résiste pas à la tentation quand même de vous lire un petit passage. Donc, vous voyez, 1848, et nous, notre Ziméo, c'est, pardon, 1800, pouf pouf, 1748, et notre Ziméo, c'est 1769. Donc, ce qu'a écrit Montesquieu précède, est antérieur. Et donc, ici, on voit cette idée, alors, nous, on peut en rire, hein, très clairement. Je ne sais pas comment on peut raisonnablement continuer à réfléchir sur cette question de théorie des climats, même si visiblement, il y en a encore qui le font. J'ai vu sur Internet, il n'y a pas longtemps, une vidéo d'un journaliste qui, voulant se moquer d'une sorte d'universitaire, je crois, américain, avait édité sa carte, hein, une carte dans laquelle il essayait de démontrer que les QI étaient finalement différents d'un continent à un autre, sans aucune explication. Bon, enfin, voilà, c'est une thèse complètement fumeuse, je crois que le prof d'université s'est fait renvoyer. Peu importe, je ne sais même pas si c'est vrai ou si c'est une plaisanterie. Mais en tout cas, même si c'est une plaisanterie, ça suppose quand même que ce genre de construction et de préjugés ont la vie dure. Il y a forcément des gens, beaucoup trop, qui pensent que oui, a priori, dans le sud, c'est tous des feignasses, c'est le soleil, c'est le machin, on est paresseux. Vous voyez, alors, le truc du paresseux, ça serait valable donc pour depuis Marseille jusqu'à à peu près Johannesburg, quoi. Enfin, je veux dire, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, mais voilà, la théorie des climats, c'est ça. Ce serait donc que nous serions conditionnés par l'endroit dans lequel nous vivons. Et Montesquieu le développe un petit peu plus, alors je vais vous le lire maintenant. Non, c'est pas là. L'influence du climat. Donc, l'air froid resserre les extrémités des fibres extérieures de notre corps. Cela augmente leur ressort et favorise le retour du sang des extrémités vers le cœur. Si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, hein. Il diminue la longueur de ces mêmes fibres, il augmente donc encore par là leur force. L'air chaud, au contraire, relâche les extrémités des fibres et les allonge. Il diminue donc la force et leur ressort. On a donc plus de vigueur dans les climats froids. L'action du cœur et la réaction des extrémités des fibres s'y font mieux. Les liqueurs, c'est-à-dire les liquides, sont mieux en équilibre. Le sang
est plus déterminé vers le cœur, et réciproquement, le cœur a plus de puissance. Cette force plus grande doit produire bien des effets. Par exemple, plus de confiance en soi-même, c'est-à-dire plus de courage. Plus de connaissance de sa supériorité, c'est-à-dire moins de désir de la vengeance. Plus d'opinion de sa sûreté, c'est-à-dire plus de franchise, moins de soupçons. Moins de soupçons, pardon, j'ai perdu ma ligne, moins de soupçons de politique et de ruse. Politique ici entendue dans un sens négatif. Enfin, cela doit faire des caractères bien différents. Mettez un homme dans un lieu chaud et enfermé, il souffrira, pour les raisons que je viens de dire, une défaillance de cœur très grande. Si dans cette circonstance, on va lui proposer une action hardie, je crois qu'on l'y trouvera très peu disposé. Sa faiblesse présente mettra un découragement dans son âme. Il craindra tout, parce qu'il sentira qu'il ne peut rien. Les peuples des pays chauds sont timides comme les vieillards le sont. Ceux des pays froids sont courageux comme le sont les jeunes gens. Je finis, mais bon, voilà, on disait tout à l'heure, on parlait de l'essentialisation, c'est très clairement un tissu de conneries. Mais ça voulait se fonder sur des recherches, sur de l'examen, sur de l'observation. Donc, on ne va pas lui en vouloir à Montesquieu. Hein, on comprend ce qu'il a voulu dire, et même parfois, instinctivement, on a envie de penser comme lui. C'est-à-dire qu'on se dit peut-être bien qu'effectivement, il y a un sens si je suis dans le froid ou si je suis dans le chaud, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin, quand on lit la phrase les peuples des pays chauds sont timides comme les vieillards le sont, déjà, ça ne veut rien dire pour moi, les vieillards sont pas plus timides que les autres, éventuellement ils sont mystérieux, mais c'est tout. Ceux des pays froids sont courageux comme les sont les jeunes gens, bon, je sais pas, on va tous aller en Scandinavie, on va les vérifier s'ils sont tous courageux, on peut pas le savoir. Donc, si nous faisons attention aux dernières guerres, qui sont celles que nous avons le plus sous nos yeux et dans lesquelles nous pouvons mieux voir de certains effets légers, imperceptibles de loin, nous sentirons bien que les peuples du Nord, transportés dans les peuples du Midi, n'y ont pas fait d'aussi belles actions que leurs compatriotes qui, combattant dans leur propre climat, y jouissaient de tout leur courage. Donc, je suis courageux dans le Nord, mais si je vais dans le Sud, tout à coup, j'ai les miquettes. Dans les pays froids, on aura peu de sensibilité pour les plaisirs. Alors, dans les pays froids, on aura peu de sensibilité pour les plaisirs. Voilà, donc encore une fois, prenez votre téléphone, appelez quelqu'un en Norvège, demandez-lui s'il a peu de sensibilité pour les plaisirs. Elle sera plus grande dans les pays tempérés. Alors chez nous, on aime beaucoup le plaisir. Dans les pays chauds, elle sera extrême. Alors là, ça frôle quand même un petit peu hein, les caricatures, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? Si le plaisir est extrême dans les pays chauds, vous voyez à peu près déjà l'image qu'on peut se faire de la chose. Comme on distingue les climats par les degrés de latitude, on pourrait les distinguer, pour ainsi dire, par les degrés de sensibilité. J'ai vu les opéras d'Angleterre et d'Italie. Alors là, voilà, à la limite, c'est un peu moins dérangeant, ce passage-là. Ce sont les mêmes pièces et les mêmes acteurs. Mais la même musique produit des effets si différents sur les deux nations. L'une est si calme, donc sous-entendu les Anglais, hein, le flegme britannique, donc ils sont calmes, hein, et l'autre si transporté que cela paraît inconcevable. On ne comprend pas comment, de l'Angleterre à l'Italie, les réactions pourraient être aussi différentes. Hein, alors les latins seraient un peu plus chauds, quoi, hein, ça crierait, ça chanterait, ça applaudirait, alors que l'anglais saurait se tenir. Quoi. Il en sera de même de la douleur. Elle est excitée en nous par le déchirement de quelques fibres de notre corps. L'auteur de la nature a établi que cette douleur serait plus forte à mesure que le dérangement serait plus grand. Or, il est évident que les grands corps et les fibres grossières des peuples du Nord sont moins capables de dérangement que les fibres délicates des peuples de pays chauds. L'âme y est donc moins sensible à la douleur. Il faut écorcher un moscovite pour lui donner du sentiment. Bon. Donc, je m'arrête là, hein, mais c'est ça, finalement, l'idée de l'influence, hein, la théorie des climats chez Montesquieu. Mais vous voyez qui donc, si je vous ai lu tout ce passage, évidemment pour se moquer un petit peu, ça ne nuit pas, c'est pas très grave, on a le droit en plus, mais c'est simplement pour montrer qu'il y a une filiation évidente ici dans ce qui essaie d'être démontré. Mais ce qui est quand même derrière tout ça intéressant, c'est que ça reste une théorie qui serait, aussi fausse soit-elle, qui aurait parfois, en tout cas chez Saint-Lambert, vocation à excuser, à dire finalement c'est toujours pas une histoire de nature. Ce serait ce qu'on appellerait, si on voulait faire de la sociologie comme ça, on dirait que ce serait un déterminisme climatique. C'est-à-dire que c'est pas de leur faute, ils sont pas mal nés ces gens-là, mais le climat fait que.
Et là, à la limite, ça commencerait à pouvoir s'apparenter à une analyse un peu plus fine. C'est-à-dire que oui, probablement que c'est plus difficile pour les climats, les gens qui vivent dans des climats extrêmement froids et les gens qui vivent dans des climats extrêmement chauds. On est toujours probablement mieux dans les climats tempérés. Et de la même façon, si j'ai pas à lutter contre des froids glaciales ou des chaleurs abominables, eh bien peut-être que j'ai le temps pour faire d'autres choses. Je reviens sur notre texte. Il nous disait justement, pour expliquer peut-être ce manque un peu de technicité, d'intelligence, eh bien que c'était beaucoup plus facile de se protéger de la chaleur que de se protéger du froid. Alors, au XVIIIe, c'est probablement vrai. Aujourd'hui, je ne sais pas. Hein, et je pense que dans les prochaines décennies, je ne suis pas sûr que la théorie de Saint-Lambert soit bien juste. Hein, parce que maintenant, quand il fait 40 degrés dans une grande ville, tout le monde est en train de crever, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ferme les établissements, etc. Donc peut-être que vous, cher TFCA, vous avez là-dessus des lumières que je n'ai pas, mais enfin on est bien d'accord pour dire que là aussi, c'est peut-être pas forcément tout à fait vrai, hein, de pouvoir se protéger de la chaleur, c'est pas forcément si évident que ça. Mais bon, vous voyez, c'est une théorie qui a la vie dure, parce que chez ce brave Aznavour, hein, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bah oui, je crève de chaud, je crève de froid, je suis pas sûr, je suis pas sûr non plus. Il me semble que la misère, elle est atroce partout. Hein. Bon. Donc, mais bon, c'est de la chanson, on va pas prendre ça au sérieux. Donc, euh, il continue, malgré les avantages des circonstances. C'est-à-dire, encore une fois, et là c'est important et c'est bien de le dire, hein, encore une fois, d'avancer là-dedans, malgré les avantages des circonstances donc, dont nous avons bénéficié Européens, qu'étions-nous il y a 400 ans? Donc, qu'étions-nous à la fin du Moyen Âge, quoi. Hein. L'Europe, si vous en acceptez Venise et Florence, ne valait peut-être pas le Congo et le Bénin. J'ai voyagé et je sais l'histoire. Oui, les grands peuples chez les nègres sont à peu près ce que nous avons été depuis le 9e jusqu'au 14e siècle. Les mêmes opinions absurdes, les épreuves, les sortilèges, les droits féodaux, des lois atroces, des arts grossiers étaient alors chez nos ancêtres et sont aujourd'hui chez les Africains. Alors, bien sûr, c'est toujours pas très sympa, mais il est en train finalement de dire aussi que bah, nous, il n'y a pas très longtemps, on était comme ça. Alors, que nous a-t-il dit? Nous avons eu le hasard, nous avons eu de la chance, nous avons eu des privilèges quelque part, et il n'y a pas si longtemps, on valait pas mieux qu'eux, et peut-être même moins encore, donc finalement il faut rationaliser. Hein. Il faut se dire que peut-être que, eh bien, ils ont évidemment des circonstances atténuantes qui pourraient expliquer eh bien, que leur pays, que leur continent n'ait pas le développement que l'Europe a à ce moment-là. Et il ne parle pas de millénaire, hein, il dit bien 400 ans avant, sachant qu'il parle du Moyen Âge, qui est une période qui n'est pas une période en réalité en France, par exemple, n'est pas une période du tout de d'absence ou de faiblesse culturelle. Hein, il y a de très grands textes, de très grands poètes, de très grands auteurs du Moyen Âge. Alors, forcément, on ne les a pas beaucoup lus, enfin nous en tout cas, on ne les a pas lus, c'est pas des choses qu'on lit très régulièrement maintenant, mais voilà, il serait absurde de dire que entre le 9e, 10e, 11e, il y a, et jusqu'au 14e, nous dit-il, il n'y a pas eu de penseurs, il n'y a pas eu d'intellectuels, il n'y a pas eu d'écrivains, il n'y a pas eu d'art, etc. Donc, néanmoins, il met à peu près cette période-là, qui correspond au Moyen Âge, à la deuxième partie du Moyen Âge, il la met au même niveau que ce que serait l'Afrique au XVIIIe siècle. Donc, à la limite, c'est pas si méchant que ça, quand on sait, encore une fois, ce qu'a été cette deuxième partie du Moyen Âge. Euh, donc, face à ça, il nous dit, eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Nous, on a été avantagés, alors il faut qu'on leur apporte des choses. Il faut qu'on leur apporte, nous, des connaissances. Alors, portons-leur nos découvertes et nos lumières. Dans quelques siècles, ils y ajouteront peut-être, et le genre humain y aura gagné. Alors ça, c'est hyper intéressant de lire ça. Bien sûr, vous me direz, et vous aurez raison, portons-leur nos connaissances, nos lumières, c'est du colonialisme, c'est du colonialisme. Hein, on ne va pas se mentir, on ne va pas appeler ça autrement, parce qu'effectivement, pourquoi, qui a le droit de dire que nous, Européens, il faudrait qu'on aille apporter notre lumière à d'autres peuples qui vivaient quand même depuis plusieurs milliers d'années sans nous et qui s'en portaient extrêmement bien. Donc ça, évidemment, c'est de l'ethnocentrisme, c'est une forme de prétention, ça débouche sur le colonialisme, donc non.
À la limite, évidemment, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que moralement, c'est même pas à faire. Mais en partant du principe qu'ils voudraient vraiment leur apporter ce que les Occidentaux auraient eu pour que eux puissent avoir aussi accès à ça, donc vraiment d'être dans une démarche qui serait humaniste, presque humanitaire aussi, eh bien, on va se dire que Saint-Lambert, il est généreux, il est gentil et il est désintéressé. Hein, qui voudrait leur donner ça, parce que pourquoi on peut dire qu'il est désintéressé? Euh, Grâce à ces quelques mots, portons-leur nos découvertes et nos lumières, dans quelques siècles, ils y ajouteront peut-être. Et le genre humain y aura gagné. C'est-à-dire qu'ils pensent à une réciprocité. Et une réciprocité dans l'intelligence, dans la culture, etc. Hein, ils pensent à au possible échange entre les cultures. Ça, c'est beau. C'est-à-dire qu'il dit, si on leur apporte ça, eh bien, demain, c'est eux qui nous apporteront encore des choses. Hein, je ne parle pas de pétrole, je sais que certains d'entre vous, vous allez me dire, oui, il n'y a qu'à voir. Non, 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 ce n'est pas le sujet. Mais c'est cette idée de renvoi perpétuel, parce que c'est comme ça que les choses ont toujours fonctionné. Hein, aucun peuple ne naît ex nihilo, à partir de rien. Aucun peuple n'est auto-immune, si vous voulez. C'est-à-dire que forcément, que ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. On en a parlé. Si, je pourrais parler pendant 2 heures de la langue française. Je ne veux pas le faire maintenant, parce que je pense que ça devient déjà un petit peu long. Mais voilà, le français, c'est pas quelqu'un qui a dit bon, maintenant, à partir de maintenant, on écrit comme Montesquieu. Hein, ça s'est pas passé comme ça. La langue, c'est un processus extrêmement long pour arriver à notre français d'aujourd'hui. Hein, je vous l'ai déjà expliqué, il faut compter à peu près une vingtaine de siècles entre le latin et maintenant. Donc, disons, depuis que ça s'est fixé, on va dire depuis le 17-18e, où ça se fixe véritablement. Mais, puisque vous voyez bien, si vous lisez un texte dans l'orthographe de l'époque du 17e, vous ne le comprendrez pas, et les 2 tiers du vocabulaire vous seront parfaitement inconnus. Donc il y a encore une évolution, et une langue, je vous l'ai déjà dit, je pense, une langue, elle évolue tant qu'elle est parlée. C'est-à-dire qu'une langue qui n'évolue plus, c'est une langue qui est morte. Donc évidemment que la langue qu'on parlera dans 100 ans n'aura probablement pas grand-chose à voir, ou en tout cas ne sera pas celle qu'on parle maintenant. D'ailleurs, vous le voyez, puisqu'on parle d'un côté et de l'autre de l'écran, on ne parle pas forcément tout à fait de la même façon, alors qu'on a quelques années d'écart. Donc, enfin bref, peu importe, je divague un peu et je vais essayer de revenir à l'essentiel, mais simplement c'est quelque chose à retenir, cette idée de partage. Il y a une sorte de pureté quand même, alors peut-être de naïveté, mais il y a une sorte de pureté dans ce qu'il énonce ici que je trouve assez intéressante. Donc, n'y aura-t-il jamais de princes qui fondent des colonies avec des vues aussi grandes, celles de ce partage? N'enverrons-nous jamais des apôtres de la raison et des arts? Serons-nous toujours conduits par un esprit mercantile et barbare, par une avarice insensée qui désole les 2 tiers du globe pour donner au reste quelques superfluités? Là, on est dans la dénonciation claire et nette. Dénonciation qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui pourraient carrément reprendre textuellement, mot pour parler de ce que certains pays font dans d'autres pays. Très clairement. C'est-à-dire, je le redis, serons-nous toujours conduits par un esprit mercantile, donc esprit mercantile, ça veut dire qui veut gagner de l'argent, euh, et barbare, bon, par une avarice insensée qui désole les 2 tiers du globe pour donner au reste quelques superfluités. Donc je crois que la proportion est assez bonne, elle est peut-être encore plus importante aujourd'hui, mais là on rentrera dans un cours d'économie, c'est pas mon métier, mais on dépossède 2 tiers du globe pour favoriser le reste. Donc a priori un tiers. Je pense qu'il est même généreux quand il parle d'un tiers. C'est beaucoup moins que ça en réalité. Et cette idée-là, donc pour quelques superfluités, c'est-à-dire pour en plus des choses qui ne sont pas essentielles. Et effectivement, ben, on le voit bien aujourd'hui, on pourrait tout à fait faire le lien avec aujourd'hui, c'est-à-dire délocaliser des entreprises à l'autre bout du monde pour fabriquer des quantités astronomiques de produits par an qu'on nous renvoie pour nous, pendant que des gamins ou des adultes sont payés une misère et crèvent dans des bâtiments qui s'écroulent enfin on en a parlé ça je crois déjà, parce que tout était vétuste et qu'il y a des milliers de morts qui fabriquer les jeans de telle marque, pourquoi je sais pas quoi d'autre, là c'était textile, mais enfin vous imaginez, c'est valable pour les baskets avec la virgule, c'est valable pour les ballons de foot, c'est valable évidemment pour tous les téléphones, les ordinateurs, enfin un paquet de trucs, et finalement, nous sommes bien d'accord pour dire que c'est dans une grande mesure, sont pour des superfluités, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas essentielles à notre vie. Donc ce qui dénonce là, c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui.
sans arriver alors aujourd'hui à pouvoir freiner cela. Donc, j'enchaîne et on va essayer de terminer. Donc, il va nous parler ici, là je vais très vite parce que finalement c'est pas ce qui m'intéresse le plus, d'auteurs, hein. Vous avez une liste d'auteurs, Locke, Montesquieu, voilà, des auteurs qui ont essayé de parler du bien commun, hein. C'est vraiment sa ligne de conduite à Saint-Lambert, c'est il faut le bien commun, pas le bien de quelques-uns. Donc il dit, on vous l'a expliqué, hein, à vous peuple d'Europe, puisque c'est ça qu'il dit, hein, ô peuple d'Europe, les principes du droit naturel seront-ils toujours sans force pour vous? Est-ce que vous n'allez jamais comprendre le droit naturel, hein, au-delà du droit de l'argent, de la propriété, etc. Et il dit, on vous l'a expliqué, des auteurs vous l'ont expliqué, et visiblement, c'est plutôt des Hobbes et des Machiavel que vous avez retenus, puisque là, il attaque ces deux auteurs, Hobbes, Machiavel, qui sont pour Saint-Lambert, en tout cas, des auteurs qui prôneraient une forme de tyrannie. Et là, je ne suis pas en train de l'inventer, hein, c'est ce que me dit mon édition en note en bas de page. Donc, ici, il y a cette dénonciation-là, et donc, il y a une mise en garde. Il finit son ouvrage et ce discours par une mise en garde. Peuple poli, peuple savant, prenez-y garde. Vous n'aurez une morale, de bon gouvernement et des mœurs que lorsque les principes du droit naturel seront connus de tous les hommes, et que vous et vos législateurs, vous en ferez une application constante à votre conduite et à vos lois. Montesquieu, il écrit dans ses pensées « Malheur à ceux qui font des lois que l'on peut violer sans crime ». C'est-à-dire, je pense que c'est clair, mais je vais essayer de gloser, si vous faites des lois qui sont injustes, ne vous étonnez pas qu'on soit amené à les enfreindre. Et là, le message est très clair. Et c'est exactement ce que nous dit ici Saint-Lambert, c'est-à-dire que commencez déjà par expliquer ce que c'est le droit naturel à tout le monde. Et ensuite, vous, les législateurs, c'est-à-dire ceux qui font les lois, eh bien, vous vous y tenez à ces histoires-là. Et vous arrêtez de faire des lois qui seraient potentiellement des lois qui n'avantageraient que certains. Vous arrêtez ces histoires évidemment d'esclavage, etc., etc. Là, on va finir le texte justement par ça. C'est alors, quand vous aurez respecté ce droit naturel, c'est alors que vous serez meilleur, plus puissant, plus tranquille. C'est alors que vous ne serez pas les tyrans et les bourreaux du reste de la terre. Vous saurez qu'il n'est pas permis aux Africains de vendre des prisonniers de guerre. Vous saurez que les seigneurs des grands fiefs de Guinée ne peuvent vous vendre leurs vassaux. Vous saurez que votre argent ne peut vous donner le droit de tenir un seul homme dans l'esclavage. Ça, c'est la fin de son récit. Terminé. Donc, très clairement, on est d'accord pour dire, je l'espère, qu'au XVIIIe siècle, dans un siècle où l'esclavage existe encore, écrire ça, c'est prendre ses responsabilités d'être humain quand même. C'est clairement faire ici office de discours politique. Et l'objectif étant ici, dans cet engagement, on sort du cadre de l'apologue, c'est-à-dire de l'histoire qui va me faire comprendre quelque chose indirectement. On est vraiment dans un discours qui se veut percutant, qui finit par ces mots-là, donc comme si c'était un petit peu le plus important. On garde le plus important pour la fin, je le redis. Vous saurez, quand on en arrivera enfin là, vous saurez que votre argent ne peut vous donner le droit de tenir un seul homme dans l'esclavage. Donc argent, c'est pas le droit, et le droit de quoi? De tenir un seul homme dans l'esclavage. Donc là, il y a un discours qui est complètement un discours abolitionniste, bien avant que ça arrive. Mais c'est quand même important parce que c'est souvent ces penseurs-là, c'est souvent ces auteurs-là qui, sont parfois qui insufflent quelque chose. Ça sert à ça. Ça ne sert pas juste à noircir des pages de papier et à gâcher des arbres, ça sert parfois à insuffler une nouvelle pensée, et ces gens-là sont forcément nécessaires. Donc, voilà, je crois, pour ce qui est de Ziméo, que vous n'avez pas lu intégralement, que vous pouvez lire, parce que c'est quand même pas très long, parce que vous trouvez facilement le texte sur Wikisource, mais simplement l'orthographe n'est pas modernisée, donc vous allez avoir quelques mots parfois un peu plus fastidieux à lire, mais ça se fait quand même très bien. Moi, je les ai modernisés à chaque fois pour vous. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, donc c'est tout à fait faisable, si vous avez envie, pour approfondir un petit peu. Et puis, juste avant de conclure, parce que nous avions eu cette discussion ensemble il y a quelque temps, juste une toute petite parenthèse de 2 minutes sur le cas Voltaire. Puisque
la dernière fois, eh bien, certains avaient dit oui, bon, bah, Voltaire, quand même, c'est un homme qui n'est pas très respectable par rapport à un certain nombre de choses qu'il a écrites. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai pas réouvert tous les Voltaire que j'ai peut-être quelque part, ça m'ennuie. Je n'ai pas retrouvé, à part sur des sites internet, donc je me méfie un tout petit peu, de choses véritablement ayant trait à très nette volonté de dominer des races inférieures. Ce qui ne veut pas dire du tout que ça n'existe pas, hein. Là, j'avoue juste que je n'ai pas cherché. J'ai cherché deux, trois autres choses. Et je dirais juste pour conclure qu'il y a, je pense, une forme d'ambivalence. C'est-à-dire chez Voltaire, qu'on a tendance à, qui va avoir tendance à prendre des positions et puis des positions inverses parfois. J'en veux pour preuve deux choses. C'est que dans un de ses ouvrages, Histoire des voyages à Scaramentado, il écrit ceci, enfin il fait écrire ceci à son personnage. Il me restait de voir l'Afrique pour jouir de toutes les douceurs de notre continent. Je la vis en effet. Mon vaisseau fut pris par des corsaires nègres. Notre patron fit de grandes plaintes. Il leur demanda pourquoi ils violaient ainsi les lois des nations. Le capitaine nègre lui répondit: Vous avez le nez long et nous l'avons plat. Vos cheveux sont tout droits et notre laine est frisée. Vous avez la peau de la couleur de cendre, nous la couleur d'ébène. Par conséquent, nous devons, par les lois sacrées de la nature, être toujours ennemis. Bon, ça, déjà, voilà. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Mais c'est ce qui m'intéresse après qui est intéressant. Vous nous achetez aux foires de la côte de Guinée comme des bêtes de somme pour nous faire travailler à je ne sais quel emploi aussi pénible que ridicule. Vous nous faites fouiller à coups de nerfs de bœuf dans les montagnes pour en tirer une espèce de terre jaune qui par elle-même n'est bonne à rien et qui ne vaut pas à beaucoup près un bon oignon d'Égypte. Donc on parle de l'or, hein. Vous nous faites travailler pour déterrer de l'or. Et aussi, quand vous nous rencontrez et que nous sommes les plus forts, nous vous faisons... Non, pardon, j'ai mal lu. Aussi, quand nous vous rencontrons et que nous sommes les plus forts, nous vous faisons esclaves, nous vous faisons labourer nos champs ou nous vous coupons le nez et les oreilles. Bon. Fin de la citation donc, du capitaine Nègre, et le narrateur de reprendre: On n'avait rien à répliquer à un discours si sage. J'allais labourer le champ d'une vieille négresse pour conserver mes oreilles et mon nez. Alors, bien sûr, il y a une forme d'ironie, rien de si sage peut-être dans le fait que vaut mieux peut-être aller creuser ou faire du jardin que de se faire couper le nez et les oreilles, mais peut-être aussi parce que la démonstration de ce que ces peuples-là vivaient interpelle le personnage. Vous voyez, bon, euh, c'est pas aussi évidemment aussi évident, aussi net, hein, que chez Saint-Lambert, mais je pense que si j'avais fait un tout petit peu plus de recherche là aujourd'hui, mais enfin c'était pas notre sujet, hein, Voltaire, j'en aurais sûrement trouvé d'autres. Mais il est vrai, et je conclurai par là vraiment, il est vrai qu'il faut quand même garder à l'esprit que Voltaire n'est pas toujours un auteur très progressiste. Il a une dent contre le clergé, hein, contre la religion, c'est ça le principe des Lumières, pour aller très vite. Mais par exemple, je vous lis une dernière chose qui est quand même assez amusante chez Voltaire, ça fait pas de mal de se le rappeler, il n'est pas pour que chaque citoyen du monde ait accès à l'intelligence, à la culture, etc. Hein, il considère que quand même sa position à lui est une position un peu supérieure, évidemment, hein, et qu'il doit la conserver. Mais au 19e, on a encore des gens comme ça, hein, la position un peu de démiurge, c'est-à-dire d'être supérieur, qui serait l'éclaireur, hein, le guide du peuple. Victor Hugo est carrément comme ça, par exemple. Donc, Voltaire, et on s'arrête là, dans son article Fertilisation dans l'encyclopédie, écrit: La prétendue égalité des hommes est une chimère. Le ton est donné. On a besoin d'hommes qui n'aient que leurs bras. Il est impossible que les hommes ne soient pas divisés en deux classes, l'une de riches qui commandent, l'autre de pauvres qui servent. La populace n'est point fait pour penser. Je crois convenable que le grand nombre, surtout les enfants des manœuvres, ne sachent que cultiver, parce qu'on n'a besoin que d'une plume pour 200 ou 300 bras. Voilà. Donc c'est peut-être pas faux, hein, mais c'est pas très progressiste et c'est pas ce qu'on se dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut tout à fait travailler de ses bras, ce qui ne nous empêche pas de lire, hein. Les deux sont tout à fait compatibles et c'est même très bien. Bref, ça c'était la petite parenthèse pour Alexis en particulier concernant Voltaire. Si vraiment ça vous chagrine, eh bien je tâcherai de trouver encore d'autres choses où Voltaire ne dit quand même pas que des bêtises. Je vous assure, il suffirait de revoir, de relire Candide par exemple pour bien comprendre que la dénonciation de l'esclavage, elle est
elle opère là-dedans aussi. C'est à ce prix-là que vous avez du sucre en Europe, hein, c'est lorsque on montre justement les gens travailler dans les champs de canne à sucre, vous voyez bien qu'il y a une dénonciation là-dedans. Donc on va pas, il ne faut pas, surtout quand on n'étudie pas le texte de près et en vrai, on ne va pas commencer à caricaturer la pensée d'auteurs qui sont quand même balèzes. Donc voilà, c'est pas en 2 minutes, et absolument pour moi, là, n'étant pas un spécialiste de Voltaire, c'est pas moi qui vais pouvoir faire tout ça maintenant. Je m'arrête là. Regardez ça, vous avez donc, j'ai pas fait beaucoup de pauses, contrairement à ce que j'avais pensé, mais vous, vous avez un ordinateur ou un téléphone, donc vous mettez pause, peut-être même que vous écoutez ça en plusieurs fois, parce que c'est long, c'est peut-être fastidieux, c'est peut-être pénible, et d'ici quelques jours, peut-être plutôt la semaine prochaine, je vous mettrai là une petite vidéo concernant les corrigés de la novélisation. Je vous souhaite un bon travail, un bon courage, et à bientôt.